Bonjour et bienvenue à ce nouveau Café des Lyonnes. Bonjour Christine. Bonjour Alexandra. Alors aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir à mes côtés Docteur Christine Dubost. Vous êtes gynécologue obstétricienne. Absolument. Je suis ravie parce qu'on n'a encore jamais eu de gynéco dans cette émission. Il était grand temps. On parlait de la place des femmes dans le débat public. Alors, je sens que vous allez nous raconter des tas de trucs hyper intéressants. Donc, on est accueillis dans les magnifiques locaux de l'Intercontinental, l'Académie, à Lyon, pour prendre ce Café des Lyonnes. Et puis, Christine, vous êtes, un peu la gynécologue des Lyonnaises parce que vous avez une réputation impressionnante. En tous les cas, toutes les Lyonnaises dignes de ce nom vous connaissent. Donc, je pense que vous avez quelques histoires croustillantes à nous raconter. Et surtout, vous avez eu une carrière assez incroyable. Donc, j'avais vraiment envie qu'on échange sur ça et que vous nous expliquiez un petit peu tout ce que vous avez fait et ce qui vous a motivé. Mais d'abord, première question de l'émission, Christine, vous le connaissez. Est-ce que vous êtes une femme engagée et ça veut dire quoi pour vous, l'engagement ? Alors, c'est très drôle parce que jusqu'à présent, chère Alexandra, je ne m'étais jamais posé la question, est-ce que j'étais une femme engagée ? C'est vrai ? Non, pas vraiment, parce que, en fait, je pense que je le suis naturellement. C'est-à-dire que, pour moi, l'engagement, c'est être en mouvement, c'est être dans l'action, c'est accomplir des missions envers les autres que j'ai choisies. Donc, comme ça, à mon avis, c'est ça l'engagement. Je crois que, effectivement, je suis une femme engagée. Et puis surtout, j'ai un métier où je crois que là, on est forcément très, très engagé. Médecin, c'est un métier où on est engagé vers les autres. Bel engagement. Et en plus, je suis gynécologue obstétricienne. Donc, pour le coup, je suis engagée avec les femmes. Et c'est vrai que on reparlera peut-être de cette spécialité. C'est vrai que c'est la femme, de la jeune fille à la femme ménopausée, à toutes les étapes de vie de la femme. Donc vous les voyez évoluer. Vous voyez évoluer les femmes. Ah bah oui, moi j'ai effectivement... D'abord, je suis très émue d'être là pour une petite raison. Ouais. C'est que moi, j'ai fait toute ma carrière à l'Hôtel-Dieu. Donc, il faut quand même le signaler. Bien Et l'Hôtel-Dieu, c'était la maternité sociale de Lyon. Exactement. Donc, c'est très important de le signaler. J'ai même, vous voyez, j'étais déjà un peu rebelle et j'ai lutté contre la fermeture de cet hôpital. Ouais. Parce que c'était une maternité sociale et je trouvais ça dommage qu'on supprime cette maternité du centre-ville qui regroupait effectivement le plus gros planning familial, qui regroupait le plus grand centre d'IVG de Lyon, où j'ai beaucoup acté. Il y avait le centre du sida. C'est vrai que c'était une maternité sociale. Et moi, je trouvais que c'était important qu'on garde quelque chose là pour accueillir. Il y avait des prostituées qui venaient, il y avait vraiment... Et moi, en fait, je suis plutôt dans le social. Et du coup, j'ai un peu lutté, mais malheureusement... La politique a fait que on a eu beau manifester, les médecins de l'Hôtel-Dieu, j'étais évidemment pas la seule. Voilà, donc je viens assez peu. Alors c'est magnifique, mais moi je connais cet endroit, tous les recoins. J'ai fait beaucoup de gardes, je dormais la nuit là, donc on connaît les recoins, les toits de l'Hôtel-Dieu. C'est toute ma vie ici. Je faisais les accouchements ici et j'ai moi-même accouché ici. Ah oui, ok. Bah oui, c'est rigolo. Ma vie de chirurgien accoucheur s'est déroulée essentiellement à l'Hôtel-Dieu. Et aussi à la Croix-Rousse, parce qu'à l'époque, on était de garde ici et à la Croix-Rousse en même temps. Okay. Donc, on prenait une voiture et on allait finir l'accouchement qui se passait moyennement bien. Donc, les choses ont évolué. Maintenant, il y a des médecins de garde dans chaque hôpital. Les choses ont beaucoup évolué et tant mieux. Quel regard vous portez aujourd'hui sur la place des femmes dans notre société à l'aune de votre expérience à vous ? Alors, moi, je parle du domaine que je connais. Ouais. Essentiellement, c'est le domaine de la santé. Bien sûr, je lis les infos, je m'intéresse à ce qui se passe dans le monde. Dans le domaine de la santé, ça a beaucoup évolué. La place des femmes, elle évolue. C'est vrai que maintenant, les étudiantes en médecine, on arrive à 80% d'étudiantes filles. Donc c'est première année de médecine. Ultra féminin, mais aussi en droit. Il y a maintenant plus de femmes que d'hommes, enfin des étudiants, des jeunes hommes et des jeunes femmes. Alors, juste... Ce qui m'attriste quand même, c'est que le profil de l'étudiante en médecine, fille, ça reste malgré tout une jeune femme qui vient d'une grande ville, qui vient d'un milieu très favorisé, de cadre, etc. Donc moi, je représente l'inverse. Et c'est aussi, je crois, pour ça que c'est intéressant de témoigner, c'est qu'on peut venir d'un milieu très modeste et finir chirurgien accoucheur à l'hôpital et suivre les grossesses de ces dames lyonnaises.
Alors justement, on va parler de votre parcours, mais moi j'ai envie de vous poser comme question, Christine, quand vous étiez petite fille, vous vouliez faire quoi? Vous vouliez être médecin plus grande? Alors, Vous rêviez à quoi? je rêvais surtout de sortir de la ferme et d'avoir un vrai métier. En fait, moi, j'ai grandi en opposition contre mes parents, contre ma maman. C'est un peu triste. Ouais. J'ai une amie qui s'appelle Naïma Baladi, que vous Ouais. avez interviewée, lieutenant-colonel des sapeurs-pompiers, qui disait qu'elle, sa mère l'avait dit. Moi, mes parents ne voulaient pas que je fasse d'études. Alors, ils étaient agriculteurs, vos parents? Mes parents étaient agriculteurs dans l'Ain, des agriculteurs modestes. J'avais des frères, j'avais des sœurs, famille nombreuse. Et Vous étiez combien d'enfants? on était 5. Moi, je suis D'accord. arrivée après mes frères. Juste après, ma maman, c'était retour de couche, elle tombait enceinte. La gestion de la contraception à l'époque n'était pas au Parce qu'elle mieux. est aujourd'hui, ouais, c'est Voilà. sûr. Donc, j'ai toujours vu ma maman travailler, s'occuper des animaux. Elle travaillait à la ferme, elle avait vraiment un travail dur. Même, il y a un moment de ma vie, j'étais mal avec moi-même parce que j'avais pas honte, mais j'étais mal à l'aise par rapport à ce que faisait ma mère parce que je trouvais ça trop dommage. Bon, après, les choses ont évolué et je suis devenue très fière de ma mère plus tard. Mais je vous expliquerai pourquoi parce que c'est très intéressant. Et voilà, donc moi, je me suis opposée tout de suite. J'étais rebelle tout de suite parce que déjà à la ferme, il y avait les garçons, les filles. Donc les filles, on comptait pas. C'était nous, on devait faire ce qu'on nous disait de faire. Et il y avait les garçons, oh là là, les garçons, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Il faut qu'ils fassent des bonnes études. Les filles, c'est pas grave. Ah, Donc, mais cette différence, vous oui, sentiez cette parce différence? que dans le milieu agricole, les filles, elles vont bien trouver un homme pour se marier, etc. Donc déjà, il y avait vraiment, on était obligés de faire, nous les filles, ce que disait ma mère, mais mes frères, non, voilà. Donc ça m'a blessée profondément parce que déjà, j'ai senti qu'on était mise un petit peu inférieure. Et d'autre part, ma maman, elle travaillait comme une dingue, elle n'avait aucun statut. Ouais. C'est-à-dire qu'elle était femme de l'agriculteur, elle travaillait autant que mon père, évidemment, elle n'était pas son tracteur, mais elle s'occupait des vaches, des poules, des lapins, des cochons, etc., avec son tablier de jute et ses gros seaux. Et donc, elle n'avait aucun statut, donc pas de retraite, rien. Elle était complètement dépendante de mon père. Et je trouvais ça, mais pour moi, c'était trop triste. Mm. Et l'autre chose, c'est que mes parents n'avaient pas de vacances. Donc, ils partaient jamais. Ouais. Donc, on ne sortait pas de la ferme. Alors, nous, les enfants, les vacances, c'était les colonies. Voilà. Et par ailleurs, c'était l'époque où encore, dans les petits villages, il n'y avait pas de ramassage scolaire. Donc, je me suis retrouvée pensionnaire à 10 ans. Moi, j'avais de la chance. Probablement, j'avais des facilités à l'école. Et je me suis retrouvée pensionnaire à 10 ans dans un immense dortoir. Et j'étais pensionnaire toute ma vie. Donc, c'est vrai que moi, je suis quelqu'un qui aime les gens, qui aime... J'ai toujours finalement vécu en communauté. Je partageais la chambre avec mes sœurs à la ferme. Je partageais... j'étais dans un dortoir. Les dortoirs à l'ancienne, les lits étaient alignés. Donc, j'ai été pensionnaire toute ma vie, mais je ne considérais pas ça comme une punition. Au contraire, ça me permettait d'aller à l'école. Et alors que maintenant, si vous envoyez quelqu'un en pensionnat, on a l'impression que c'est... Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais vous, ça vous permettait de sortir de votre environnement familial et de faire autre chose que la ferme. Voilà, et comme j'aimais les autres, c'était pas un souci d'être en communauté. Et en plus, quand vous êtes pensionnaire, vous voyez des gens qui viennent d'ailleurs. Parce que ceux qui sont dans la plus grosse ville, voilà. Alors, c'est bien et c'est pas bien. Moi, j'étais pensionnaire, alors agriculteur, j'étais dans le public. Moi, je suis vraiment l'enfant de l'école de la République. Et je dis tiens, parce que je dis, on peut réussir en étant que à l'école public, être allé à l'université et on peut réussir quand même et on en reparlera parce que je trouve qu'en ce moment on y croit moins à ça, mais l'ascenseur social ça existe encore, je pense. Moi j'en suis le témoin et Naïma Baladi, je me réfère beaucoup parce qu'on est très amis. On est très amis et elle en est le témoin aussi. Oui, voilà. Et on n'a pas été aidés et sollicités de la même façon, mais on a beaucoup de points communs et on s'aime beaucoup pour ça parce qu'on a une sorte de beaucoup de similitudes dans nos parcours. Voilà. Donc je voulais être pour ma mère, je voulais un métier, je voulais avoir des vacances, je voulais être autonome, libre, ne pas dépendre d'un homme. Voilà, donc j'ai eu tout de suite ça très fort. Mais mes frères et sœurs l'ont moins eu. Ouais. Parce que moi, j'ai eu de la chance, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a ouvert les yeux sur le monde. D'accord, qui vous a marqué, qui vous a donné un horizon. Voilà, et c'est bien d'avoir des gens inspirants, de rencontrer. Moi, j'ai eu cette chance-là
que n'ont pas eu mes frères et sœurs, je dois le dire. Alors, cette personne, c'est simple, c'est mon parrain. Ouais. Et ça me permet de lui rendre hommage. Ouais. En fait, les paysans, ils sortaient pas de leur ferme. Et les seuls voyages qu'ont fait mes parents, c'était mon père. C'était quoi? C'était l'armée. Alors moi, je suis pas très pour l'armée, mais je reconnais, à l'époque, c'était la seule fois où les paysans sortaient de leur campagne. Et aussi, il y avait de la mixité sociale. Ils se mélangeaient avec d'autres gens. Voilà. Et mon papa, paysan de l'Ain, s'est retrouvé à réparer des jeeps à l'armée avec un monsieur qui était chef d'entreprise parisien. Et quand je suis née, ils lui ont téléphoné, ils lui ont demandé si... Voilà. Ce parrain, je ne le connaissais pas, mais un jour, pour mes 10 ans, il a appelé, il me dit, je ne connais pas ma filleule, vous la mettez dans un train, oh là là, c'était l'événement, et je suis allée à Paris, mon parrain m'a emmenée en vacances, et je suis partie en vacances, donc j'ai découvert ce qu'étaient les vacances, ce qu'était Paris. On est parti dans une caravane et on est allé au Maroc. Et j'ai découvert mon premier voyage et toute ma vie après, j'ai dit je veux voyager, je veux voir le monde, je reviendrai au Maroc. Comme quoi c'est important, ça marque les enfants en fait. Et oui, et lui il m'a dit mais tu as vu la vie horrible, il disait un autre mot, la vie de merde de tes parents, c'est trop triste, tes parents ils auraient tellement pu faire, ils sont brillants, ils sont beaux, ils auraient pu faire mais ils n'ont pas eu le choix. Mon père, il s'est retrouvé à la ferme parce qu'il avait qu'un frère qui était défaillant physiquement, qui ne pouvait pas s'occuper de la ferme. Donc lui, on lui a dit, tu reprends la ferme. Et ma petite maman, qui habitait dans la maison à côté de la ferme, elle n'avait pas droit à faire des études, n'a pas fait d'études. Elle a épousé mon père, qui était juste, heureusement, monsieur beau et intelligent, qui était dans la ferme à côté. Mais ils n'ont eu aucun choix. En plus, ils n'ont eu aucun choix. Et mon parrain m'a dit, mais ma petite Kiki, tu as des facilités à l'école? La seule solution pour toi, travaille à l'école et tu verras, tu auras un métier. Et ça vous a motivé, ça m'a motivé. Mon parrain, je dis, mais quelle vie là, voilà, il travaille, ça ouvre il a des vacances, il voyage. En plus, c'était un homme qui aimait voyager. Ça a été la chance, je reconnais, ça a été la chance de ma vie. Et alors, à quel moment vous vous êtes dit, ok, moi, je veux faire médecine? Alors, parce que c'est quand même alors, je reviens au Maroc, voyage au Maroc. Ouais. On était quand même dans les dunes de Merzouga. Il y avait des enfants un peu miséreux qui faisaient déjà la manche. Je me suis dit, voilà, je vais être chirurgien pédiatre. Je viendrai soigner les enfants en Afrique. C'est une image, mais que souvent ont les petites filles aussi. Bien sûr, voilà. Bien sûr. Et puis, j'ai fait mes études. Et quand je me suis retrouvée en terminale, là, ça a été plus compliqué. Parce que j'ai passé le bac avec mes 2 frères. Moi, j'avais un an d'avance. Mes frères un âge normal, mon frère un an de retard. Mes parents, la seule préoccupation, c'était mes frères. Ah oui, ok. Mais moi, nous les filles, on s'en fichait. C'était pas important. Et là, la promotion sociale chez les filles d'agriculteurs, c'est institutrice ou infirmière. Ce sont des beaux métiers. Mais moi, je voulais plus. En plus, j'avais des capacités. Je dis, mais non. Surtout que mes parents, j'étais pensionnaire au lycée à Villefranche-sur-Saône. Villefranche-sur-Saône, ça suffisait. Pourquoi aller à Lyon? Donc, et là, j'ai fait... vraiment, j'étais très mal. Je me suis dit, c'est pas possible. Ils vont pas m'empêcher. Mais c'est vrai que j'avais quand même du caractère. J'avais quelque chose en moi que peut-être mes frères et sœurs n'avaient pas parce que j'avais l'image de ce parrain, etc. Et là, j'ai demandé au prof principal de mon prof. Je dis, mais convoquez mes parents, essayez de leur dire qu'au moins j'essaye médecine parce qu'ils ne veulent pas. C'est institutrice ou infirmière. Et pour eux, déjà, c'était quelque chose déjà énorme. Et là, j'ai eu de la chance. Le prof principal et d'autres professeurs ont dit, mais votre fille, elle a 1 an d'avance. J'avais de la chance, je marchais bien. Puis moi, comme je voulais m'en sortir, j'aimais toutes les matières, j'étais brillante, voilà. J'avais même obtenu une bourse du lycée pour éventuellement aller faire mes études à l'étranger. Ça, n'en parlons pas. C'était même pas envisageable. Mais malheureusement, c'était exclu d'office. Donc, et là, ils leur ont dit, mais laissez-la essayer. Et moi, je retiens toujours une phrase de Oscar Wilde qui dit qu'il faut toujours viser la lune et que même si on échoue, on atterrit dans les étoiles. Et je trouvais cette phrase tellement belle. J'étais dit, mais moi, pourquoi je n'ai pas le droit de viser la lune? Et je leur ai dit, mais si j'échoue, c'est pas grave, je ferai infirmière. Non pas, je répète, ce sont des beaux métiers. Mais pourquoi c'est réservé? Vous avez envie de faire ça. Pourquoi c'est réservé aux femmes et que les postes à plus haute responsabilité? Parce que le médecin, effectivement, l'accoucheur a des plus grandes responsabilités. Et c'était quand même réservé à l'époque plutôt aux hommes. On en reparlera, mais c'était quand même les hommes.
Et puis bon, bah, ils ont été obligés, entre guillemets, en disant, bah, effectivement, elle essaye. Ils ont cédé. Mais ils ont cédé, mais avec quand même, de toute façon, des gens autour d'eux qui leur disaient, mes filles de paysans, ça ne peut pas réussir médecine, il faut faire partie des Lyonnais, d'un milieu. Pour eux, c'était quelque chose d'invraisemblable. Et je me suis retrouvée, heureusement, avec des provinciales comme moi, qui venaient, voilà, on s'est regroupés, on a fait une colocation de deux provinciales. Une était, ses parents étaient femmes de ménage et ouvriers, mais elle avait des bourses. Vraiment, mes colocs étaient vraiment de filles de milieu modeste. Et on avait la même envie. On s'est dit, mais on va y arriver. Ouais. On va... Et nous, on n'était pas dans les petites prépas lyonnaises entre Lyonnais. On était à Bron-Paris. On allait au restaurant, c'était la cité universitaire de Mermoz, au resto universitaire avec nos tickets, etc. Je vois bien. C'était pas très drôle. Non, c'était pas le Et plus puis, bien. bah, forcément, quand on réussit, et puis après, deuxième événement, j'ai voulu passer l'internat. Et là encore, on m'a dit, mais pourquoi passer l'internat? Pourquoi vouloir être chirurgien? L'internat, c'est pour être chirurgien. Mais là, tu as déjà... vous passez vos premières années de médecine, vous réussissez vos années. Voilà, bah oui, je réussissais. C'est magnifique. Hein, non, magnifique, je sais pas, mais bah, je travaillais, j'avais de la chance. Je pense que il n'y a pas que de la chance là. Hein, ah oui, il y a du travail, ça, il y a du travail. Clair, hein, oui, le soir, moi, 20 ans, je sortais pas la nuit boire des coups, on étudiait. En bûche là. Hein. Oui, puis moi, j'avais pas droit à l'échec. Hein, voilà, je n'avais pas de redoubler. Hein, voilà, donc je travaillais et je réussissais. Et là, on me dit, mais à l'époque, on pouvait faire de la gynécologie sans passer par l'internat, sans être chirurgien. C'est ce qu'on appelait la gynécologie médicale. Vous pouviez faire 3 ans après généraliste. Et pareil, là, on m'a dit, mais ça suffit. Elle a commencé à me dire, mais pourquoi cette ambition? Mais qui vous disait ça à ce moment-là? Mes parents. Toujours vos parents? Mes parents, mes frères, mes sœurs, l'entourage de mes parents. Ah ouais. Mais elle en veut toujours plus. Elle n'est jamais satisfaite. Mais c'était pas ça, c'était même pas une ambition... parce que des fois, dans l'ambition, il y a un sens péjoratif, où je veux écraser les autres. Non, mais moi, pourquoi je serais pas chirurgienne? Mais pourquoi pas? Voilà, et ben laissez-moi essayer. Et donc ça, c'était une conviction que vous aviez à l'intérieur? Parce que c'est difficile quand tout votre entourage vous fait douter comme ça. En plus, j'avais pas une grande confiance en moi, puisqu'on me l'a jamais donnée, cette confiance. Mais c'était aussi, moi, je suis une challengeuse. Ouais. Après, j'ai fait d'autres choses, des challenges, l'histoire du dépassement de soi, j'avais ça. Vous aimez ça? J'aimais ça. Et malgré cette absence de confiance en moi, bah, je voulais me prouver encore plus que je pouvais y arriver. Parce qu'on vous disait c'est très ambivalent. Vous aviez envie de faire. Voilà. Et je pense que c'est aussi un moteur aussi pour réussir. Alors pourquoi gynéco? Alors ça, c'est assez simple. La gynécologie obstétrique, on s'occupe des femmes. Ouais. Et moi, quand même, j'avais ce petit côté féministe en moi. Déjà, j'étais, comme je vous l'ai expliqué, j'en voulais à ma mère de cette soumission finalement à mon père, à sa vie. Elle ne se rebellait pas aux filles ou à la campagne. On rentrait le pensionnat, on venait le samedi. La seule chose qu'il y avait dans les villages, c'était un stade de foot. Mais stade de foot, c'était pour qui? C'était pour les garçons. Nous, les filles, il n'y avait rien à l'époque pour les filles. Rien. Donc moi, vraiment, et mes parents disaient, bah, les filles, ce sont pas des êtres mineurs, mais quand même. C'était d'abord mes frères. Et mes pauvres frères, ils n'avaient pas cette ambition, peut-être pas les facultés. Mon frère est devenu baroudeur en Afrique. Il fumait, buvait. Malheureusement, il en est mort. Mon autre frère a repris la ferme. Enfin, ma sœur, après moi, elle a travaillé dans la restauration. Enfin, bref. Et voilà. Mais moi... C'est vrai, j'étais différente, mais je pense que mon parrain m'avait donné une petite... la petite graine. Cette petite graine, et elle a continué de pousser. Et puis, probablement, j'avais de la chance, des facilités pour apprendre. Il y a le travail, mais il y a des gens qui travaillent. Je pense que je savais m'organiser, voilà. Et puis, l'internat, là, j'avais compris que c'était bien d'être dans une prépa. Et donc là, j'ai toqué à la porte des prépas des Lyonnais et j'ai fait ma prépa à l'internat dans de meilleures conditions. Ah ouais, ok. Là, j'avais commencé un petit peu à monter, à connaître des gens sur Lyon. Oui, puis à ce moment-là, on est un peu rémunéré, non, c'est ça? Il y a un tout petit peu. Mais moi, parallèlement, j'ai toujours travaillé avec mes copines. Ah bah oui, on a toujours, avec mes copines, on était pionnes vers Vaux-en-Velin dans les lycées. On faisait faire du sport l'après-midi aux enfants.
dès qu'on avait des moments de garder les enfants. Ah oui, oui, j'ai toujours travaillé. J'ai réussi à combiner tout ça. Oui, mais moi, je suis un peu hyperactive. Ouais, je sais pas si d'accord. vous le sentez, mais j'étais dans... Voilà, donc je dors peu. Et voilà, et j'en voulais tellement que... Et je voulais rien devoir à mes parents, je voulais... Donc voilà, on était... Puis nous, on venait avec des vivres. Hein. Moi, j'emportais des vivres de la ferme. Ma copine, elle apportait, sa mère faisait les gâteaux. On n'achetait pratiquement rien. Hein. On vivait avec... voilà, et sinon, les restos tickets du resto universitaire. Ouais. Et la gynécologie-obstétrique, bah, c'est spécialité, on s'occupe des femmes. Et là où on peut aussi envisager de s'occuper des droits des femmes, parce que moi, je me suis retrouvée après gynécologue obstétricienne à l'hôpital, à l'Hôtel-Dieu, et c'était compliqué de s'imposer quand même, parce qu'à l'époque, quand on était de garde, qu'il y avait un couple, que la femme, il y avait un problème et qu'il fallait appeler le médecin de garde, c'était moi, en disant « je vais faire la césarienne », souvent on était interloqués parce que je faisais jeune, ils disaient « mais non, on veut voir le chirurgien ». Mais c'est moi. Ah non, on veut voir le chirurgien. Le vrai chirurgien. Le vrai. Parce qu'il y avait encore cette connotation incroyable que l'homme inspire plus confiance. C'est vrai. Voilà, et que, ben non, on se cantonnait là, sage-femme. Non, mais vous êtes sage-femme. Alors, c'est un très beau métier, mais c'est un autre métier. Mais là, quand il y a une décision, une urgence et un acte chirurgical, bah, c'était moi. Donc, c'était compliqué. Et puis même, il y avait des hommes jaloux du fait que j'ai une amie aussi qui était chirurgienne. Vous avez pris la place d'homme. Mais on n'a pas volé, on a eu nos diplômes. Mais sincèrement, c'était un peu compliqué aussi à gérer, à assumer, à imposer aussi une forme d'autorité parce que déjà, on faisait un peu gamine, donc on essayait d'avoir l'air très sérieux. Alors qu'on était comme ça, hein, mais on essayait de donner le change. Et puis, on était obligés, hein, sinon on était écrasés. Ouais, c'est ça. Et puis, on peut rebondir là sur le MeToo hôpital. On peut en parler, puisqu'il y a le MeToo cinéma, le MeToo tout ce qu'on veut. C'est vrai que même dans le milieu hospitalier, les postes, parce que plus vous montez dans la carrière, il y a de moins en moins de postes. Et le patron, il peut décider, oui, je vais prendre lui, ou pourquoi peut-être si on trouve un terrain d'entente, voilà. Ah, c'est vrai. Mais bien sûr, ça, évidemment. Moi, j'ai eu un poste qui a été refusé parce que le patron m'aimait beaucoup. Il trouvait, oui, vous êtes compétente, vous avez de l'énergie. Mais j'ai un vrai souci, c'est que je ne peux pas vous prendre. Parce qu'en fait, le poste, je l'ai réservé à la fille de mon copain. Ah oui. Et voilà. Et ça, pour moi, ça a été une blessure. Une blessure, c'est-à-dire, vous ne faites pas partie du monde des Lyonnais, des fils d'eux, et tout ça. Et à l'époque, alors maintenant, ça s'est beaucoup amélioré parce que l'internat est national. Donc, il y a des gens qui viennent d'ailleurs. Il n'y a plus le microcosme du mandarin lyonnais avec le copain du mandarin. Sincèrement, on l'a vécu. Ce que je dis, c'est vrai. Et puis, le forme de harcèlement. Alors, moi, en tant que médecin, mais des infirmières avec des patrons au bloc opératoire, des chirurgiens qui ne se conduisaient pas très bien, qui parlaient mal, c'est toujours l'abus de pouvoir. Voilà, et ça, on le retrouve. C'est une réalité. C'est une réalité, et quand on voit dans les journaux, et le cher docteur Pelou, qui avait l'air tellement investi auprès des femmes, lui-même s'est révélé, je ne dis pas un scoop, se conduisait pas très bien. Alors on dit oui, mais c'était un temps, les salles de garde, le sexe, oui, mais quand même, il fallait lutter. Et moi, je reconnais que ma mère, elle avait cet avantage. Elle nous avait toujours dit, il faut se méfier des hommes, ils pensent qu'à ça, nous avait... Voilà, donc j'étais assez vigilante. Et j'ai une anecdote, mon tout premier stage, mais là, vraiment d'étudiant, hein, on allait à l'hôpital. Et on était 4-5 externes, hein, c'est avant interne, on est juste étudiants et on est au premier pas à l'hôpital. Le patron me dit, il me regarde, il me prend un parti, vous passerez dans mon bureau à la fin de... Ah, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Il me regarde, il me dit, voilà, je voudrais vous inviter à dîner. Je dis, mais... Ah oui, mais ça se fait, vous savez, c'est comme ça que ça se passe. Vous êtes l'heureuse élue. Mais j'avais 20 ans, l'heureuse élue, mais... Et moi, je tremblais et je dis, oui, peut-être, pourquoi pas. J'étais démunie parce que j'étais pas quoi dire, démunie. Et il me dit, ce soir. Je dis, non. Et pourquoi pas ce soir? Oui. Et là, c'était à l'hôpital. Je
me rappellerai toujours, à Lyon Sud, et il y a des grands escaliers, c'est des pavillons, il y a des grands escaliers, je descends et je tremblais, j'étais en bas, et j'entends un homme qui sifflotait, qui descendait les escaliers. Je le regarde, et j'ai compris. Et là, j'ai dit, mais il avait obtenu son rendez-vous, il sifflait de bonne aise, en se disant, la petite... À la perspective. Allez. Ouais. Et là, j'ai attendu en bas et je dis, monsieur, ça va pas être possible et ça sera jamais possible. Je n'irai pas avec vous et je peux quitter le stage. Et si je valide pas mon stage, c'est pas grave. Et il a été tellement, je pense, soufflé. Qu'il pas, ouais. Il m'a dit, excusez-moi, je veux que cela ne sorte pas d'ici. Et je suis revenue dans le stage et il a fait comme s'il me connaissait pas. Mais effectivement, il y a des femmes qui auraient pu... Voilà, moi, j'avais ça en moi. J'avais ça en moi où je pouvais résister et d'autres femmes n'ont pas forcément résisté. J'avais ça en moi, cette volonté, et voilà. Voilà, et gynéco-obstétrique, parce que c'est une spécialité formidable. C'est large, on s'occupe des jeunes filles. Alors, oui, mais puis en plus, alors, du coup, vous vous êtes installée, vous avez... Alors, oui, j'ai travaillé longtemps à l'Hôtel-Dieu, où je faisais les accouchements, où je me suis investie beaucoup dans le centre d'IVG, parce qu'il faut savoir que tous les médecins ne veulent pas faire des IVG, mais pas que pour des mauvaises raisons ou des clauses de conscience. C'est pas très gratifiant de prendre une après-midi pour faire des IVG, d'aller au planning familial, s'occuper des jeunes filles. Et moi, je trouvais que y avait une loi qui était passée, c'était aussi bien que des gens formés, chirurgiens, fassent des IVG. Voilà, donc moi, je le faisais. Mais là aussi, ça a été compliqué. Quand ma mère a su ça, c'était une catastrophe. Chrétienne, pratiquante, elle n'endormait plus la nuit. On était, nous, quand même plus ou moins agressés. Il fallait un vigile devant l'entrée de centre d'IVG. Ils ont mis des caméras. Parce que non seulement les médecins pouvaient être agressés, mais des patientes qui venaient, où le frère avait su certains milieux religieux ou culturels. Voilà. Donc, c'était quand même déjà assez dur. Il y avait des extrémistes catholiques qui étaient enchaînés devant l'hôpital. Moi, j'ai connu ça. C'est pas si loin. Donc quand même, il fallait... voilà. Mais pour moi, ça faisait partie des droits de la femme. Les lois étaient passées, il fallait le faire. Et donc, j'ai toujours été quand même assez investie dans tout ça. Voilà, je dois avouer. Donc, l'Hôtel-Dieu, l'hôpital. Et puis, comme vous avez pu remarquer, je suis bavarde. Et j'aimais bien. Donc, mon patron m'a envoyé faire des communications sur des travaux qu'il faisait à l'hôpital. Et après, j'ai été repérée tout bêtement. J'ai commencé à faire des émissions de vulgarisation médicale pour Télém à Lyon, la télé de Lyon. Et puis après, un laboratoire s'est dit, tiens, elle parle bien, on va l'inviter à parler. Donc, j'ai commencé à faire des conférences et à faire de la communication médicale. D'accord. Et je suis allée à Paris, j'ai fait des émissions comme les maternelles. Oui, et j'aimais bien. Vous avez animé des chroniques. Oui, des chroniques médicales, aussi bien les maternelles, aussi bien dans les journaux, les courriers des lecteurs ou des lectrices plutôt, sur des sujets gynéco, à la radio. J'aimais bien ça, mais il y a un moment, il fallait choisir. Et j'ai pas pu choisir. Moi, j'aime tout. Et je pouvais pas quitter le fait de continuer à soigner, de m'adresser aux patientes. J'avais ce côté quand même social et j'ai un petit peu laissé tomber cette partie-là. Alors, j'ai continué autrement. Je donnais des cours à l'école de sage-femme, des cours à la fac de médecine, au planning familial. Je continuais. J'aime enseigner. C'est vrai que j'aime transmettre. Transmettre plus qu'enseigner. J'ai toujours fait des conférences. J'ai continué. Et puis, quand l'hôpital Hôtel-Dieu a fermé, je ne me voyais plus d'abord faire des accouchements. Je ne voulais plus être stressée. Je ne voulais plus faire de garde la nuit. Et donc, je me suis installée en bilibéral dans le 6e. Voilà. Donc là, j'ai fait une autre gynécologie obstétrique. Plus de temps. On s'attache aux patientes, on les revoit, ou chaque année, ou tous les mois pour les grossesses. Finalement, quand même, il y a un contact privilégié. C'est surtout avec sa gynéco. Ah, mais complètement. Plus que le médecin généraliste. Complètement, même maintenant, c'est très touchant. Alors, évidemment, je vais être obligée d'avouer mon âge, je suis âgée, je pourrais déjà être à la retraite. J'ai 3 générations, c'est-à-dire que je suis actuellement des grossesses de jeunes femmes que moi-même j'ai mises au monde, qui sont venues avec leur maman au départ pour leur première contraception. Et donc, j'ai la grand-mère, la mère, la fille, et c'est très touchant.
Et c'est vrai que là, quand je leur dis, mais vous savez, d'ici un an, je risque de partir, mais comment on va faire? Et il y a des vrais liens. Et parfois, mes patientes m'apportent plus que j'ai l'impression de leur apporter. Elles prennent de nouvelles de mes filles. Il y a effectivement un vrai lien qui s'est installé sur la longueur. Et c'est vrai que c'est très touchant parce qu'il y a un attachement. Et j'ai plus de place pour prendre des nouvelles patientes, pratiquement, parce qu'il y a cet attachement à ces patientes qui sont fidèles. Et comme je me suis beaucoup occupée aussi d'adolescentes, donc j'ai beaucoup aussi de jeunes femmes qui viennent, parce que peut-être je leur fais pas trop peur. Et puis maintenant, les femmes aiment bien me consulter des femmes. Ouais. Moins des vieux barbus messieurs qui peuvent faire peur. Ouais. Et donc, je dis que je fais autre chose. Je fais beaucoup de psychologie parce qu'on parle beaucoup. Et c'est vrai que... Et puis que je suis aussi rentrée dans des associations de femmes, je fais d'autres choses. Et c'est vrai que ma fierté, c'est cette mise en confiance de mes patientes. Et plusieurs fois, j'ai accompagné 2 patientes au commissariat parce qu'elles avaient été frappées par leur mari et que finalement, elles me l'ont confié qu'à moi. Quand je vois un bleu sur une femme, tout de suite, je dis, mais... Et ça va avec votre mari? On s'en rend compte de ça Cette mise en confiance, elle se fait. Puis quand le corps est nu, s'il y a des bleus... vous savez déterminer... je suis rapidement interpellée. Oui. Oui. Puis, si elles vous disent pas en entrant, tiens, j'ai eu un accident, tiens... Franchement, on en détecte plus qu'on ne pense. Voilà. Et puis aussi, la mise en confiance. J'ai encore une dame hier qui m'a dit, docteur, je voulais vous remercier de quoi? Vous voyez, ça y est, j'ai demandé le divorce. J'ai trouvé la force parce que vous avez trouvé les mots. Je dis, mais moi, je suis gynécologue, mais parce que moi-même, j'ai divorcé et qu'on peut avoir une vie après. Et voilà, c'est pourquoi je rebondis. Je dis, il faut avoir un métier, il faut être autonome, il faut être indépendante. Et cette liberté permet de s'en aller, ce que toutes les femmes n'ont pas. Voilà. On doit le faire, ouais. Mais on voit bien dans certains pays où on interdit l'accès à l'école. Pourquoi? Parce qu'on veut que les femmes et les filles, elles restent ignorantes. Et si elles sont ignorantes, elles n'ont pas cette liberté de pouvoir ni juger, ni se battre, etc. Et vous trouvez qu'elles manquent de quoi aujourd'hui, les femmes, Christine? Un peu comme moi, malgré tout, malgré cette impression de confiance en moi, mais j'apprivoise encore le syndrome de l'imposteur. C'est vrai? Mais oui, même aujourd'hui, je suis là. Mais au début, je me suis dit, mais pourquoi je vais venir? Qu'est-ce que je peux apporter à Alexandra? Je ne suis pas une femme aussi importante qu'elle a l'air de le dire. Ouais. Non, je fais mon job du mieux que je peux. Je suis engagée dans plein d'associations de femmes. J'ai fait des rallyes de 4x4, je fais des choses. J'ai toujours l'impression d'être encore parfois illégitime, pas à ma place Et ça, malgré tout, je crois que les femmes, elles manquent de confiance en elles. Alors, je ne voudrais pas dire que c'est inné, mais parce qu'on ne leur a pas dit, parce qu'on a des millénaires en arrière, on a quand même mis les femmes un peu en dessous des hommes, et c'est à elles de trouver leur place, de leur montrer qu'elles ont les compétences pour ça, et il faut se battre. Et si on n'ose pas, il faut trouver des femmes qui vont vous aider, des femmes inspirantes, ou quand on dit, mais il n'y a pas assez de femmes dans le débat public, dans les mandats, des femmes... Oui, mais peut-être aussi qu'elles ne savent pas comment faire. Donc, je pense qu'il faut leur proposer des formations. Mais ça, je dépasse mon domaine. Moi, je ne suis pas dans l'entreprise. Mais j'imagine que ça va se faire de plus en plus. Et voilà, il faut former. Et voilà. C'est ce que vous leur dites aux femmes qui viennent vous voir, en échange au-delà des aspects médicaux. Mais complètement. Pourquoi elle a trouvé la force de demander le divorce? J'ai une dame obèse qui est revenue. Parce que je dis, mais il y a un moment, il faut vous prendre en charge, il faut arrêter. Votre mari, il dit qu'il s'en fiche, tout ça, mais maintenant, c'est vous. Et elle a fini par se faire opérer. Et elle me dit, sincèrement, je ne vous aurais pas rencontré, je ne l'aurais jamais fait. Parce que j'ai fini par réussir à la convaincre gentiment. Elles s'oublient, les femmes, vous pensez? Ouais, elles s'oublient, elles manquent de confiance. Et voilà, et il faut les encourager. Alors, c'est vrai que c'est bien qu'il y ait des gens qui encouragent. Et je crois beaucoup à l'entraide entre les femmes. Je pense que les femmes sont plutôt bienveillantes entre elles. Et puis, j'ai la chance de rentrer dans on m'a sollicité gentiment pour rentrer dans des associations de femmes. Pareil, où je me disais, mais je n'ai pas ma place, comme les femmes chefs d'entreprise. Et je trouvais ça touchant qu'elles trouvent que c'est bien qu'il y ait aussi des femmes qui viennent d'autres milieux, la diversité, des médecins. Donc Naïma et moi, nous sommes les 2 médecins.
Et puis, bien sûr, il y a des réunions économiques qui ne nous interpellent pas, nous. Mais on est là et on peut aussi échanger. C'est intéressant, ça fait sortir de sa zone de confort et de son métier, toujours le médical. C'est vrai que je suis moins intéressée à mon âge à aller à des réunions scientifiques où je me dis, bah, c'est à peu près, il n'y a pas trop de nouveautés, voilà. Donc, j'aime bien cette ouverture. Je m'instruis, je me cultive, j'apprends. C'est vrai que moi, j'ai cette chose-là en moi. J'ai toujours passé des diplômes, j'ai encore envie de passer des diplômes, j'ai envie d'apprendre et dans d'autres domaines. Et voilà, et c'est bien de rencontrer ces femmes-là. Et puis au moment aussi, elles se disent, mais Kiki, finalement, elles peuvent aussi nous apporter. Donc j'ai fait des conférences pour les femmes chefs d'entreprise sur la préménopause, la ménopause. Les femmes vieillissent, l'espérance de vie, elle est incroyable. On dit oui, il y a les toxiques, il y a tout ça, mais l'espérance de vie ne fait qu'augmenter. Il y aura beaucoup de centenaires bientôt. On est à 90 ans pour les femmes, 88 pour les hommes. Mais si on est ménopausé à 50 ans, si on doit vieillir loin, bah, il faut vieillir bien. Donc, j'essaye de... Je me suis aussi cultivée dans ce domaine qui, effectivement, me concerne aussi. Donc, je veux transmettre. Et donc, je suis toujours contente d'animer des réunions et avec des publics différents. Ça peut être des publics médicaux, des publics pas médicaux, et au contraire. Et j'aime pas dire le mot vulgarisation, parce que les femmes, elles sont intelligentes, et j'aime pas ce mot. Je dis que j'informe, j'explique, je propose. Partage la connaissance. Je partage la connaissance, plus que, non, j'aime pas du tout ce mot de vulgarisation médicale. Je crois qu'on mérite mieux. Et alors, Christine, dernière question de l'émission. Si vous aviez une baguette magique, quelles mesures vous prendriez pour que les femmes soient plus présentes, plus visibles dans le débat public? Alors, plusieurs choses. Je crois que comme on n'a pas trop confiance en nous et tout ça, il faut des lois, il faut imposer des quotas pour obliger ces femmes de l'entreprise à prendre des mandats et les aider à se former pour ça. Et si on impose des quotas, elles sont obligées d'y aller. Et je crois que ça, c'est important. Il faut les lois. D'ailleurs, on voit bien pour les droits des femmes, il faut des lois pour faire respecter les droits, etc. Et puis aussi, comme moi, vous avez compris, je viens de l'école de la République, comme je dis. Je veux croire absolument en l'éducation, en l'information, en la formation, en l'instruction. Mais dès les petites classes, il faut informer les petites filles de leurs droits. Il faudrait, sincèrement, je pense qu'il faut instaurer un cours, que ce soit même à l'école primaire, au collège, rappeler que les droits de la femme, ils sont pas acquis. Je crois que là, il y a les élections européennes, mais les femmes, je suis sûre qu'il y a plein de jeunes femmes qui ne savent pas que c'est qu'en 1945 que les femmes ont eu le droit de vote. 1945, c'est pas si vieux. Non. Donc, il faut rappeler tout ça. Et je crois qu'on a la chance de vivre en France par rapport à d'autres pays où elles n'ont même pas le droit d'être femmes ou d'enlever leur voile. Moi, je suis engagée, mais c'est tellement modeste par rapport à ces femmes qui mettent leur vie en péril. Moi, je suis bluffée, et, voilà, et j'essaye de les encourager, d'être présente. Je suis complètement bluffée. Et donc, j'aimerais qu'il y ait un cours, que Madame Macron, qui est professeure, s'investisse encore plus en disant... Oui, la violence faite aux femmes, mais ça commence à l'école. Il faut éduquer les petites filles, il faut éduquer les petits garçons. Il faut rappeler aux parents aussi qu'ils ont cette éducation à faire. Et les féminicides ne font qu'augmenter. 80% des violences dans les couples, c'est quand même les hommes qui battent les femmes. Je veux dire, il faut arriver à se respecter les uns les autres. Et je pense que vraiment, il faut passer par... cette éducation, cette instruction et rappeler ces droits des femmes et faire des cours sur les droits des femmes. La contraception, c'est pas si vieux. L'IVG, et enfin, elle est passée dans la Constitution. Et bravo pour la France. Parce qu'il y a des pays, c'est la régression dans certains États des États-Unis, à Malte, en Hongrie. On se dit, mais c'est pas possible. On régresse en Iran, on régresse en Afghanistan. Moi, j'ai mal et j'ai peur. Et je me dis non, il faut rester optimiste, positif. Il faut croire en l'éducation. Et je crois que vraiment, il faut tout donner et aller dans ces quartiers défavorisés, faire des classes plus légères, mettre plus de professeurs là où il y en a besoin. Vraiment, moi, je fais beaucoup de témoignages dans les collèges, dans les lycées et aussi défavorisés pour dire on vient d'un milieu modeste, mais si on travaille à l'école, on peut s'en sortir. On peut réussir.
Et puis si il n'y a pas de papa, maman, parce qu'effectivement, il faut savoir que moi, j'étais dans un collège récemment. Les enfants, il y a beaucoup de familles monoparentales. Ils sortent du collège, les mômes, ils sont seuls parce que les mamans, elles vont faire le ménage dans les bureaux dans la ville de Lyon. Si, comme le proviseur lycée le sait, ces enfants, on va les garder. Il faut s'inquiéter du climat familial parce qu'après, ils vont être à la rue. Je crois qu'il faut l'éducation. Moi, je pense que ça passe par là. L'éducation aussi un peu des parents, qui parfois peut être... Mais même aussi dans les milieux défavorisés, quand les parents travaillent trop, ils ont tendance aussi à négliger. Donc, les droits des femmes, c'est dans tous les milieux, puisqu'on sait que les femmes de certains milieux ne sont pas plus protégées de la violence des hommes. Donc, moi, je suis un peu dans ce combat-là. Je suis encore un peu... Je crois que je suis féministe, même plus qu'engagée, parce que moi, mon métier, ce sont les femmes. J'aime les femmes. J'ai envie de les défendre. Et c'est vrai que j'ai cette phrase de Simone de Beauvoir en tête tout le temps, qu'il ne faut pas oublier qu'à la moindre événement politique, la moindre crise politique, économique, religieuse, les droits des femmes, ils sont remis en cause. Rien n'est acquis. La preuve, ça régresse dans certains États. Mais il faut être informé. Et si on n'est pas affirmé, si on n'est pas cultivé, si on ne va pas à l'école, si on ne donne pas les informations, il faut peut-être aller les chercher, mais aussi il faut qu'il y ait des gens qui vous inspirent. C'est vrai que moi, j'ai 2 femmes qui m'ont inspirée dans ma vie. Je veux juste terminer là-dessus. C'est des femmes comme Simone Veil, de venir de là où elle venait, des camps, et faire ce qu'elle a fait. Gisèle Halimi, toutes ces femmes qui se sont battues pour les femmes. Moi, j'ai une grande admiration, et moi, je suis petite, mais je mets ma petite pierre à l'édifice, petitement. C'est vrai que je trouve que le métier d'avocat peut permettre plus de choses encore, et je suis très fière d'avoir des amis avocates très engagés. Et voilà, et il faut continuer, il faut se battre. Voilà. Je suis très bavarde. Je suis désolée, Alexandra. Non, mais merci beaucoup d'être venue partager ce Café des Lionnes très combatif aujourd'hui avec nous. J'espère que ça vous aura plu. En tous les cas, moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain Café des Lionnes. Bonne semaine à tous. Bonne semaine. Au revoir. Au revoir.